Hello tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur les 10 points capitaux à suivre pour réussir votre site internet. Attention, je ne dis pas que en suivant scrupuleusement ces 10 points, vous serez sur les premiers résultats des moteurs de recherche en fonction de votre secteur d'activité. Et je ne dis pas non plus que votre site internet sera une tuerie et qu'il aura un taux de conversion de 21%. Je ne dis pas ça, je dis juste que si vous ne faites pas attention à ces 10 points et si vous ne les mettez pas en pratique, si vous n'y réfléchissez pas et si vous ne les inscrivez pas dans votre stratégie digitale, vous ne mettez pas du tout toutes les chances pour atteindre ces objectifs. Je suis Edouard Delage, consultant digital, j'aide les entreprises, je vous aide à créer des sites internet performant pour avoir une présence digitale réussie, un site internet bien positionné sur les moteurs de recherche, un site internet qui convertit. Le point numéro 1, c'est 3 points sur lesquels je passe vraiment rapidement parce que j'estime qu'aujourd'hui, c'est le b.a.-ba, c'est la base. C'est le fait que le site internet soit sécurisé, c'est le fait que le site internet s'adapte à tous les écrans, qu'il soit responsive et c'est le fait que le site internet se charge rapidement, le plus rapidement possible, l'idéal en moins d'une seconde, en tous les cas en moins d'une seconde 5, ça c'est sûr. C'est 3 points que les algorithmes de Google, les robots vont regarder tout de suite et c'est ce qui va faire que vous serez surclassé ou sous-classé. Tout ça, ça va avec les autres points, attention. Mais voilà, et ça participe à l'expérience utilisateur, ça rentre dans le cadre des Core Web Vitals. C'est un nouveau, c'est un point sur lequel Google porte toute son attention depuis à peu près 6 mois, 1 an. Voilà, si vous respectez pas ça, vous êtes out, vous êtes mort, ça sert à rien d'aller plus loin dans les points qui vont suivre. Donc, il doit être en HTTPS sécurisé, il doit être responsive. D'abord, il doit s'adapter aux mobiles, aux téléphones, ensuite éventuellement aux ordinateurs, aux tablettes, éventuellement aux télévisions, on va jusqu'aux écrans de voiture, on ne sait pas ce que demain va nous inventer. Il doit s'adapter à tous les écrans. Et il doit être vraiment rapide, c'est l'expérience utilisateur. Si Google s'aperçoit qu'il vous met en première position de ses résultats de recherche en fonction des requêtes et que les visiteurs attendent 5 secondes avant de se charger, Google va dire non mais attends, moi j'envoie pas quelqu'un sur un site internet qui met 5 secondes à se charger, je veux que mon utilisateur, l'utilisateur de Google soit satisfait de là où je l'envoie et là où je l'envoie, je veux que l'envoyer sur un site internet qui est rapide à se charger. Je ferai d'autres vidéos sur le temps de chargement des pages, comment on optimise ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais c'est les 3 points fondamentaux. Le point numéro 2, c'est tout ce qui est balisage de votre site internet. Vous avez chacune de vos pages doivent avoir une balise de titre et une balise métadescription. C'est ce qui va être affiché dans les résultats de Google. Ensuite, chacune de vos pages, le contenu de votre page doit être architecturé avec les balises HTML qui vont de H1 à H6, ce qui permet de structurer le contenu de votre page, de dire d'un au visiteur, 2 au robot de Google, de quoi va parler cette partie de la page et de quoi va parler cette partie de l'autre page. Pareil, j'ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir, elle sera en description, en fiche de cette vidéo ou en description en dessous. Mais c'est vraiment extrêmement important. C'est l'occasion de placer des mots-clés dans ces différents endroits et ça permet de dire au robot de Google, ça parle de ça, ça parle de ça, tu peux le placer là et voilà. Et ça va aider les robots de Google. Franchement, je sais pas, je peux pas m'engager, mais 80-90% des sites internet que j'audite dans le cadre de la prospection ou dans le cadre de discussion avec des clients, ce point-là est dramatique, quoi. C'est dramatique. Pourtant, c'est vraiment très facile à mettre en place. Comment ça se met en place? C'est votre site internet sur mesure, n'importe quel développeur sait de quoi je parle. Et dans le cadre d'un CMS comme WordPress ou autre, mais plus particulièrement dans WordPress, vous avez Yoast SEO et vous avez Matzrank qui sont les plugins les plus reconnus à ce niveau-là qui vont vous aider à baliser votre site internet. Et dans le contenu, ça c'est pour les balises title et les balises métadescription, pour le contenu de vos pages, à chaque fois que vous écrivez du texte, vous pouvez dire ça c'est un paragraphe ou ça c'est un H1, ça c'est un H2, ça c'est un H3 et ainsi de suite. Vraiment un point capital, beaucoup trop d'erreurs encore aujourd'hui. C'est plutôt une chance parce que ça veut dire que la majorité des sites sont mauvais à ce niveau-là et que vous avez toutes les chances de gagner des points à ce niveau-là par rapport à votre concurrence. Le point numéro 3, les images de votre site internet, vraiment un point important. Comme le point numéro 2 que je viens d'évoquer, les images, elles ont des balises aussi, des balises HTML, ce sont les balises alt.
Les balises alt, c'est l'occasion, encore une fois, de mettre des mots-clés et de dire au robot des moteurs de recherche de quoi parle cette image, de quoi parle cette image et de quoi parle cette image. Ces balises alt, elles doivent être uniques. Chaque image doit avoir sa description. Une balise alt, c'est une description différente du titre de votre page ou du titre du contenu et vraiment descriptive de l'image. Donc, encore une fois, parce que les robots vont lire ces balises, vous allez pouvoir mieux vous positionner dans les moteurs de recherche, et aussi parce que si l'image, pour quelconque raison, ne peut pas s'afficher sur la page de votre site internet, à la place de cette image, il y aura ce petit texte qui sera affiché. Vraiment important. Deuxième point important concernant les images, elles doivent être légères, elles doivent faire moins de 100 kilo-octets. Vous avez plein de moyens, le plus connu c'est Photoshop, c'est peut-être un petit peu compliqué pour les novices avec Photoshop, mais c'est facile d'alléger le poids des images, sinon vous avez une panoplie de services sur le web. TinyPNG.com, je crois, vous permet d'envoyer 25 images dessus. Vous cliquez sur optimiser, il vous les optimise. Voilà, mais ça allègera le temps de chargement de vos pages. Vous imaginez bien que si vous avez une image qui fait 2,5 MO, le temps qu'elle soit chargée, ça va mettre du temps. Troisième point concernant les images, ayez des images. Alors, il n'y a pas de règle. Plus vous aurez des images qui représentent votre entreprise, votre business, votre personnalité, mieux ce sera. Ensuite de ça, c'est pas toujours évident. Donc vous avez 3 niveaux à ce niveau-là. Vous pouvez prendre des images sur les banques d'images libres de droit sur le web. Vous avez Unsplash, vous avez Pixabay, vous avez Pexel et vous en avez d'autres. Ça c'est gratuit. L'inconvénient, c'est que vous pouvez retrouver souvent ces images sur d'autres sites internet. La deuxième solution, c'est d'acheter les images. Je ne connais pas toutes les banques parce que je vous avoue que c'est relativement cher et que je ne fais pas. C'est sur Adobe, enfin voilà. Et voilà, là, vous achetez des packs d'images, mais ça peut vite coûter 50, 100 euros, peut-être pas par image, mais pour 4 images, vous en avez déjà pour 100, 150 euros. Troisième point, rien ne vaut le fait de faire les photos vous-même, soit via un photographe, soit avec votre iPhone. Franchement, il suffit d'être un petit peu imaginatif et de prendre les photos sous des bons angles et vous avez vos photos. Et c'est quand même ça qui est le top du top, c'est que c'est des photos personnelles. Donc voilà, un point vraiment important, faire attention des images, il faut en avoir pour côté communication, marketing et donner de la matière à votre site internet et que ces images soient personnelles et qu'elles soient légères. Le point numéro 4, le contenu de votre site internet. Attention au duplicate content. Ne prenez pas le site internet de votre concurrent, le contenu, et copier-coller avec la souris sur votre site internet. C'est formellement interdit. Vous serez tout de suite pénalisé. Google s'en aperçoit tout de suite. Ensuite de ça, c'est un contenu qui doit répondre c'est un contenu qui doit être riche, unique, de qualité et qui doit répondre aux questions de vos visiteurs. Alors, il y a la partie vitrine de votre site internet, la page d'accueil, la page Qui sommes-nous, la page Notre histoire, la page Nos services, la page Contactez-nous. Souvent, ça va se ressembler avec vos concurrents, mais faites-le avec vos mots et essayez d'être le plus unique possible. Ensuite de ça, vous avez la partie blog, c'est des articles de blog. Là où je veux vous alerter sur ce point, c'est que vous allez vous apercevoir dans le temps que la porte d'entrée vers votre site internet n'est pas forcément la page d'accueil. C'est pas parce qu'elle s'appelle la page d'accueil, c'est pas parce qu'elle s'appelle la page d'accueil que ça va être la page d'entrée de votre site internet. Vous allez vous apercevoir que les gens y viennent via d'autres pages qui sont mieux référencées. On ne référence pas un site internet, on référence des pages. Donc là où le blog intervient, c'est que si vous répondez à une question précise à laquelle vos concurrents n'ont pas répondu, vous serez mieux positionné dans les moteurs de recherche, les gens arriveront sur votre site internet. Je prends un de mes exemples, il y a 2 ans, j'ai rédigé un article de blog, c'est comment rédiger un cahier des charges pour un site internet. Cet article de blog, c'est 90% du trafic naturel sur mon site internet. Parce que quand les gens tapent cahier des charges site internet, je sais plus, dans le 2e ou 3e résultat. Tandis que ma page d'accueil, dans le secteur d'activité dans lequel je suis, elle n'est pas tout de suite. Donc voilà, contenu riche, de qualité unique, qui répond aux questions de vos visiteurs. Et dans votre industrie, si vous répondez à une question d'un visiteur, la personne va taper son problème sur Google, vous allez ressortir via cet article de blog, la personne va arriver sur cet article de blog, elle est sur votre site internet. Ça fera partie d'autres points ou d'autres vidéos. Faire en sorte que la personne reste sur votre site internet, aille sur la page d'accueil ou sur la page contact. Évidemment, sur la page contact, ce serait mieux. Et qu'elle rentre en contact avec vous. Voilà pour le contenu.
Le point numéro 5, les call to action sur votre site internet. Qu'est-ce que c'est les call to action? C'est les appels à l'action. Vous êtes battu pour faire un beau site internet qui soit bien référencé sur Google. Vous avez du trafic dessus, un trafic qualifié, chaud, qui a envie de consommer vos services. Eh bien, invitez-le à rentrer en contact avec vous et via ces appels à action. Qu'est-ce que c'est? C'est des petits boutons au milieu pas au milieu des paragraphes, mais au moment de la transition entre deux paragraphes, en header de page, dans le footer. Mais c'est des petits rappels à chaque fois que la personne est sur votre site internet qui vont lui dire: ah, là j'ai répondu à ta question, tiens, clique ici, va sur la page contact ou appelle-moi ou envoie-moi une demande via le formulaire. Voilà, je vois beaucoup de sites internet comme le point numéro 2 où c'est une grosse lacune. Ça, c'est aussi une grosse lacune. Les gens rédigent des pages plus ou moins longues, mais oublient toujours au milieu de ces pages de dire aux visiteurs: tu peux me contacter grâce à ce bouton, je suis ici. Voilà. Plutôt que le visiteur se dise: ah, ça m'intéresse, qui dit, attends, elle est où, comment je le contacte? Ah, c'est dans le menu, en haut à droite, allez, je remonte ma souris, je rescroll tout en haut, je vais cliquer sur le bouton contact, et enfin j'arrive sur la page contact. Ouais, j'en ai chié pour arriver à le contacter. Non. Des petits boutons call to action au milieu, bien placés, ça se réfléchit, c'est une stratégie de long terme, c'est une stratégie d'analyse des données, de performance de vos différentes pages d'internet, mais c'est une grande facilité et ça réduit une grande facilité pour l'utilisateur et ça réduit son travail. Plus vous allez lui faciliter la tâche, plus performant sera votre site internet. Les call to action. Le point numéro 6, la vidéo. Moi je suis un grand fan de la vidéo, c'est encore sous-utilisé et pourtant relativement accessible. C'est sous-utilisé par les propriétaires de sites internet et je trouve que la valeur fondamentale de la vidéo, c'est que ça humanise votre site internet. Si on prend 10 de vos concurrents, les visiteurs vont tomber sur un site internet avec une suite de textes et de photos, avec des call to action plus ou moins bien faits, qui est plus ou moins engageant. Mais qu'est-ce que vous dites quand vous arrivez sur un site internet et que vous voyez une vidéo du fondateur ou je sais pas moi, je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais une vidéo qui explique ce que fait la vidéo, le site internet, l'entreprise en question et qui humanise, ça donne un visage, ça donne un contact et au lieu des mots, des textes, des phrases, il y a un petit peu de visuel dynamique et c'est beaucoup plus engageant pour le visiteur. Alors ça sert à rien, il y a deux extrêmes, n'allez pas faire des vidéos pour faire des vidéos parce que je viens de vous dire ça, donc ça sert à rien de prendre un vieil iPhone tout pourri, sans luminosité, avec un mauvais micro pour faire une vidéo dans le noir où on va rien voir, rien comprendre. Mais ça sert à rien non plus d'aller payer une boîte de prod 3000 € la vidéo pour faire ça. Si vous pouvez vous le permettre, c'est beaucoup mieux. Mais voilà, là, les vidéos que je tourne actuellement, j'en ai pour 150 € de budget. Là, je suis chez un copain à Bordeaux, je suis pas dans mon environnement naturel. Je tourne avec une petite webcam posée sur un trépied. J'ai un petit micro-cravate qui permet que normalement le son est bon. Et voilà, j'en ai pour 150 € de budget. Quand je suis chez moi dans mon bureau, j'ai un fond vert, j'ai des spots, j'ai un micro plus puissant. Et là, j'en ai pour 300 € grand maximum. Mais voilà, c'est accessible, pensez-y. Je reconnais que c'est pas toujours évident. Pas mal de mes prospects, il faut du temps avant d'arriver à mettre une bonne vidéo en place. Mais si vous vous entraînez, si vous le faites bien, et même si vous avez un peu de budget, que vous prenez quelqu'un, un freelance qui s'y connaît bien en vidéo, franchement ça change la donne entre un concurrent qui n'a pas de vidéo et un concurrent qui a une vidéo et qui présente ses services avec une vidéo qui bouge. Voilà, ça humanise le site. Plus vous humaniserez le site, ça devrait être le maître mot de cette vidéo, plus vous humaniserez le site, plus vous augmenterez le taux de conversion du site. Ça va pas vous aider forcément au référencement naturel, bien que ça va être une acquisition de trafic parce que ces vidéos, vous allez les héberger généralement sur YouTube et ça peut être une très bonne porte d'entrée vers votre site. Je ne vais pas faire une vidéo à ce sujet, mais à y penser. Le point numéro 7, les avis clients et les cas clients. Alors c'est deux points différents. Les avis clients, c'est vraiment de plus en plus important à l'heure où la concurrence est folle sur le web. Vous devez avoir de la preuve sociale. Au début, c'est un petit peu laborieux de mettre en place les avis clients, mais c'est une stratégie réellement gagnante. Alors, beaucoup de mes prospects me disent oui, mais non, parce que si j'ai des avis négatifs, oui, bon, de toute façon, vaut mieux qu'on parle de vous plutôt qu'on parle pas du tout de vous. Ensuite de ça, les avis négatifs, c'est une fausse raison, parce que évidemment, il faut mettre une stratégie. Quand on met des avis clients, il faut y répondre, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs. Quand un avis client est positif, c'est merci beaucoup pour votre commentaire, à bientôt pour vous rendre service. Quand
un avis est négatif, c'est vous y répondez, nous sommes vraiment désolés que notre collaboration soit mal passée ou que nos produits n'aient pas répondu à vos attentes. Nos équipes commerciales sont rentrées en contact avec vous pour essayer de vous aider à solutionner le problème. Voilà, mais c'est une vraie stratégie et ça vous permet en plus de vous remettre en question. Qu'est-ce qui a bugué avec ce client? Qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Où est-ce que j'aurais pu m'améliorer? Donc, sans avis client, le client il pourrait être furieux de vos services et puis ciao, il part dans la nature et ça n'a pas été une occasion pour vous d'apprendre et de vous améliorer. Donc, les avis clients, c'est important. Ensuite de ça, ne pas faire d'avis client avec du texte dans le dur sur votre site internet, dans le code HTML. Non, vous devez le faire soit via Google My Business, soit via Trustpilot, soit la société des avis vérifiés ou garantis, je ne sais plus le nom, et puis il y en a d'autres. Mais ce sont des avis, ça c'est des sociétés comme Google My Business, c'est des tiers de confiance. On est pour un web, pour un internet légitime, sérieux, responsable. Donc il y a une grosse bagarre qui se fait contre les faux avis clients, les avis clients qui ne sont pas justifiés. Donc il faut passer par des tiers de confiance. Google My Business c'est gratuit, les autres sont plus ou moins payants et grâce à ces tiers de confiance vous pouvez importer les avis dynamiquement sur votre site internet et les mettre en forme graphique pour correspondre à votre charte graphique, mais c'est un très bon point de les mettre sur la page d'accueil de votre site internet et nos clients, qu'est-ce qu'ils pensent de nos services, et plus vous aurez d'avis clients positifs, mieux ce sera. Et encore une fois, les avis négatifs, il faut y répondre, c'est une occasion pour vous de vous améliorer, d'améliorer votre service. L'autre point, c'est donc les cas clients. Bien, vous devriez, je vais pas être trop large dans cette vidéo parce que ça dépend du secteur d'activité et tout, mais c'est une bonne pratique de mettre dans des articles de blog dans WordPress, vous avez les custom post type, de mettre des cas clients. Vous avez aidé un client, il est vraiment satisfait de vos résultats, vous écrivez comment ce client vous a connu, comment vous avez analysé son besoin, comment vous avez répondu à ce besoin et comment il est satisfait des résultats que vous avez apportés. J'irai même un peu plus loin, vous pouvez prendre des clients qui participent à ce cas client. Vous le faites participer, vous lui dites tiens, tu étais content de mes services, est-ce que tu pourrais témoigner dans mon cas client? Voilà, c'est de la preuve sociale, ça vient donner du contenu à votre site internet, ça vient donner de la matière à Google pour mieux vous positionner dans les moteurs de recherche grâce au contenu, et ça vient appuyer votre crédibilité vis-à-vis des visiteurs qui arrivent sur votre site internet. Donc 2 points, les avis clients et les cas clients. Le point numéro 8, je m'y perds un petit peu, c'est les liens vers les réseaux sociaux. Attention, je vois trop d'erreurs, c'est-à-dire que beaucoup de sites internet mettent les liens vers les réseaux sociaux en haut du site internet sur la page d'accueil. Ça, c'est des occasions de perdre votre visiteur. Vous vous êtes bagarré pour être bien positionné dans les moteurs de recherche ou pour faire des campagnes publicitaires, vous faites venir un visiteur sur votre site internet et vous lui offrez tout de suite la porte de sortie vers les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont très forts pour garder les visiteurs qui arrivent chez eux. Donc vous perdez le visiteur il voit votre réseau social, il clique, il va sur Facebook, et sur Facebook, de fil en aiguille, il est parti ailleurs, loin dans ses pensées, il a oublié le problème pour lequel il était venu sur votre site internet, il a oublié qui vous étiez et vous l'avez paumé. Donc les réseaux sociaux, c'est très bien d'y être, c'est des satellites de votre site internet, de votre présence digitale, et ils doivent pointer, faire venir des visiteurs vers votre site internet, que ce soit votre chaîne YouTube, votre Instagram, votre LinkedIn ou votre Facebook. Il doit faire venir du monde vers votre site, mais il ne doit surtout pas vous faire perdre vos visiteurs. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas les mettre, il faut les mettre, mais généralement, moi j'ai tendance à les mettre sur la page contact, en dessous du formulaire de contact ou quelque chose. Je disais tout à l'heure que vous êtes bagarré pour faire venir du monde sur votre site internet et que vous les perdez. C'est exactement ça. Si la personne, vous la faites venir sur votre site internet, si elle arrive sur votre page contact, vous avez déjà gagné un sacré point, je peux vous dire. Ça fait partie du taux de transformation, grosso modo. Parce que ça veut dire que vous l'avez intéressé. Et du coup, il cherche à rentrer en contact avec vous. Donc, une fois sur la page contact, en dessous du formulaire, vous mettez si tu veux en savoir plus sur moi et que tu veux toujours pas m'écrire, ok, va voir mes réseaux sociaux, va voir comme je suis pertinent, comme j'apporte de la valeur, comme j'apporte du contenu, et vas-y. Mais pas du tout de suite sur la page d'accueil ou dans le header de chaque page du site internet. C'est vraiment, encore une fois, une invitation à perdre le visiteur et à ce qu'il quitte votre site internet. Le point numéro 9, et on va arriver sur le point numéro 10 aussi, ces 2 points-là sortent un petit peu du cadre de la création même du site internet. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Le point numéro 9,
c'est dès que vous créez votre site internet, dès qu'il est mis en ligne, et même s'il est mis en ligne depuis longtemps et que vous vous apercevez que vous avez oublié ce point, faites-le, c'est connecter le site internet aux outils de Google et de Bing de chez Microsoft. Pourquoi ? Parce que, comme j'aime à le dire vraiment tout le temps, le web, c'est vraiment très cool, mais le web, ce n'est que de la data, c'est de l'analyse de données. Si vous dépensez de l'argent, du temps pour créer un site internet et que vous le publiez, et que vous attendez de voir si vous avez des appels ou des demandes de formulaires dans votre boîte mail, vous pouvez attendre longtemps et vous n'allez jamais comprendre pourquoi il y en a ou pourquoi il n'y en a pas. Google Analytics, donc il faut le connecter à Universal et à GA4, on est en novembre 2021, donc connectez-le sur les deux. Universal va être un petit peu abandonné, va être complètement abandonné, même il est plus développé, c'est GA4 qui prend le relais, et donc plutôt vous collecterez de la donnée, plutôt vous saurez combien vous avez de visites sur votre site internet, d'où viennent ces visites, est-ce qu'elles viennent du référencement naturel ou du référencement payant, combien de temps ils passent sur le site internet, est-ce qu'ils rebondissent de page en page. C'est toutes ces données qui sont vraiment importantes et qui, cumulées les unes après les autres sur le temps, vous permettront d'optimiser votre site internet. J'irai un peu plus loin avec la Search Console, avec Analytics, pardon, c'est que vous devez paramétrer des objectifs. Vous devez savoir combien de personnes ont vu la page merci, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont envoyé une demande de formulaire. Vous pouvez faire du call tracking, vous pouvez mesurer le temps de visionnage des différentes vidéos sur votre site internet. Vous comprendrez bien que si les gens ne regardent, si vous avez 1000 personnes qui regardent une vidéo mais qui la regardent que 2%, elle est inintéressante, il faudrait peut-être penser à la changer. Tandis que si vous avez 1000 personnes qui regardent 90% de la vidéo, vous pouvez vous dire, waouh, ça c'est un super levier. Voilà, donc il faut mettre des objectifs. On rentre dans le Web Analytics. Si ça vous intéresse, écrivez-moi, on en parlera. Mais voilà, au moins, dans tous les cas, de toute façon, la base, c'est de connecter à Google Analytics. Le deuxième point, c'est de le connecter à la Google Search Console. La Google Search Console, c'est l'interface entre votre site internet et l'index de Google, le référencement de Google. Ça va vous permettre, je dirais même que l'Analytics, beaucoup de gens sont connectés. Ils regardent, ils l'analysent, ils s'en servent, peu importe. Mais beaucoup de gens sont connectés. En revanche, le Search Console, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Les sites internet ne sont pas connectés. C'est vraiment dommage parce que ça va vous permettre de savoir quelles sont les pages qui sont référencées par Google, quelles sont les pages qui ne sont pas référencées par Google. Est-ce qu'il y a des pages qui ont des problèmes d'indexation, qui sont parcourues par Google mais pas référencées? Inversement, est-ce qu'il y a des pages qui sont référencées mais qui ne devraient pas l'être? J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez la trouver sur YouTube, je vous la mettrai en description. Mais c'est vraiment votre interface pour savoir si votre site internet est optimal pour être référencé, s'il y a des erreurs, si vous pouvez corriger des choses pour optimiser son référencement et donc vous positionner mieux sur les moteurs de recherche. Le troisième point, c'est Google Tag Manager. C'est un petit peu une aparté. Google Tag Manager, il est important sur votre site internet de faire des plans de tagage. Les plans de tagage, c'est que vous allez mettre des bouts de code pour mesurer le taux d'interaction de vos visiteurs avec telle partie de votre site internet. Est-ce que les gens cliquent sur ce bouton? Est-ce que les gens regardent cette vidéo, comme je disais tout à l'heure? Est-ce que les gens scroll sur la page? Voilà, si tous les gens ne vont pas au-delà de 10% du scroll de la page, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, Google Tag Manager, c'est votre hub pour placer toutes ces balises sur votre site internet. Vous pouvez y mettre des tiers grâce à Google Tag Manager comme Hotjar, comme enfin plein d'autres services de data analyse grâce à Google Tag Manager. Donc voilà, ça sort un peu du cadre de la création de site internet, tout ça, mais c'est des points absolument à prendre en compte quand vous créez un site internet. Le point numéro 10, c'est un petit peu comme le point numéro 9 qui sort un petit peu du cadre, c'est que ayez toujours à l'esprit qu'un site internet, ça se construit sur la durée. Évidemment que la première version de votre site internet doit être la plus propre possible, doit être graphiquement engageante, doit être techniquement bien réalisée pour bien se positionner sur les moteurs de recherche, mais ça ne veut pas dire que tout va être parfait dès le premier jet. Vous allez créer un site internet que vous allez faire optimiser pendant les 4-5 premières années. Au bout de 5 ans, vous allez faire une refonte et ainsi de suite, et vous allez le faire upgrader. Tout ça sur la base, ça rejoint énormément le point numéro 9 des data que vous allez accumuler grâce à Google Analytics, grâce à Google Search Console et grâce à des outils d'analyse tiers, grâce à l'A/B testing. Voilà, vous allez faire des tests, vous allez essayer d'optimiser telle partie et telle partie en fonction des résultats. C'est dans ce sens où je dis que ça se crée sur la durée. L'autre point
important qui fait que ça se crée sur la durée, c'est que votre nom de domaine, votre site internet, votre présence digitale, ça va prendre du temps. Vous allez acquérir des backlinks, des liens retours, les gens vont parler sur le web, vous allez avoir des articles de blog, d'autres sites internet qui vont pointer vers votre site internet. Et donc votre nom de domaine, là aussi j'ai fait une vidéo à ce sujet, va accumuler un capital confiance vis-à-vis de Google. C'est clair que dès que vous allez publier votre site internet, à moins que vous soyez vraiment dans une niche extrêmement spécifique, vous ne serez pas du tout sur les premiers résultats. En revanche, au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, vous allez commencer à voir que vous montez dans les résultats de recherche. Et je ne parle pas au bout de 5 ans, 6 ans ou 10 ans, vous allez vraiment, vous aurez toutes les chances d'être dans les premiers résultats. J'exagère un petit peu, mais encore une fois, si votre site internet respecte tous les points que je viens d'évoquer et que vous avez une stratégie digitale plus globale. Donc voilà, ça se fait vraiment sur la durée. Ne vous dites pas, je veux que la première version. N'allez pas mettre, n'allez pas mettre 15 000 € sur la table en vous disant cette première version est impeccable juste sur la création du site internet. Vous mettez les 2-3 000 € sur la table pour avoir une première version du site internet, le reste de votre budget vous le mettez sur l'acquisition de trafic, sur l'analyse des datas, la production de contenu et toutes ces choses. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais un site internet se construit sur la durée. Voilà pour les 10 petits points vraiment importants. Encore une fois, c'est pas ça qui va vous faire devenir les leaders sur le web, mais sans eux, n'espérez pas pouvoir progresser. C'est vraiment le B à bas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez, si vous voulez aller plus loin sur un des points que j'ai évoqués, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Vous trouverez aussi mes coordonnées en description de la vidéo, mon site internet edouarddelage.com. À très bientôt et bon courage dans tous vos projets. Ciao!